La brume de novembre 1808 s'élevait des eaux adriatiques comme les âmes des damnés, enveloppant l'île de Loccrum d'un linceul spectral. Les cloches de l'abbaye bénédictine avaient sonné pour la dernière fois 3 jours auparavant, leurs échos mélancoliques se perdant dans le silence oppressant qui régnait désormais sur ce bout de terre maudit, à peine 800 mètres de la côte ragusenne. Frère Elias Markovitch, abbé de l'ordre depuis 23 ans, se tenait dans sa cellule austère, contemplant le crucifix de bois sombre qui ornait le mur blanchi à la chaux. Ses mains ridées, marquées par les années de labeur et de prière, tremblaient imperceptiblement tandis qu'il pliait soigneusement ses dernières possessions terrestres. À 62 ans, cet homme au visage buriné par les intempéries et les jeûnes avait consacré sa vie entière à Dieu sur cette île bénie, transformant un terrain rocailleux en un havre de paix et de spiritualité. « Père abbé », murmura frère Tomislav en franchissant le seuil de la cellule, sa voix à peine audible dans le silence pesant. Le jeune moine, âgé de 28 ans, avait rejoint l'ordre 10 ans plus tôt, fuyant les tourments du monde séculier après avoir perdu sa famille dans un incendie à Dubrovnik. Ses yeux noisettes, ordinairement emplis de sérénité, trahissaient maintenant une angoisse profonde. Les soldats français nous attendent au port. Le commandant Leclerc devient impatient. L'abbé Elias ferma les yeux, respirant profondément l'air chargé d'encens et d'humidité marine qui imprégnait les murs séculaires. Chaque pierre de ce monastère avait été posée avec amour et dévotion par ses prédécesseurs, chaque jardin cultivé avec la patience infinie de ceux qui savaient que leur œuvre dépassait leur propre existence mortelle. Et maintenant, tout cela allait être profané par la cupidité des hommes. Ils peuvent attendre encore un peu, répondit l'abbé d'une voix ferme, malgré la tristesse qui voilait son regard gris acier. Nous ne partirons pas comme des voleurs dans la nuit. Cette île sacrée mérite mieux que cela. Dehors, le vent novembre fouettait les oliviers centenaires, arrachant les dernières feuilles dorées qui tourbillonnaient dans l'air comme des lambeaux d'espoir perdu. Les 15 moines restants de la communauté s'affairaient dans le réfectoire, rassemblant les manuscrits précieux, les reliques saintes et les quelques biens personnels qu'ils étaient autorisés à emporter. L'atmosphère était lourde de chagrin et de résignation, ponctuée seulement par les murmures de prière et le bruissement des robes de bure sur les dalles de pierre usées. Frère Bénédicte, le bibliothécaire aux cheveux argentés, caressait une dernière fois la reliure en cuir d'un exemplaire enluminé des évangiles, datant du XIIe siècle. Ses larmes coulaient silencieusement sur les joues creusées par l'ascèse, chaque goutte témoignant de décennies, consacrées à préserver et transmettre la sagesse divine. À côté de lui, frère Marco, le jardinier de l'abbaye, tenait entre ses mains calleuses une poignée de terre noire de son potager bien-aimé, comme s'il voulait emporter avec lui l'essence même de cette terre bénie. « Mes frères !» appela l'abbé Elias de sa voix grave qui résonnait dans les voûtes gothiques. « Il est temps !» Les moines se rassemblèrent dans le cloître principal, leurs visages pâles éclairés par la lueur tremblante des cierges qu'ils tenaient dans leurs mains. La lune pleine, d'une blancheur maladive, perçait à travers les nuages noirs, projetant des ombres mouvantes sur les colonnes de marbre sculptées. L'air était si immobile qu'on aurait dit que la nature elle-même retenait son souffle, consciente de la gravité du moment. L'abbé Elias prit la parole, sa voix portant à travers la nuit comme une incantation. « Mes bien-aimés frères en Christ, nous voici contraints d'abandonner cette terre que nos pères spirituels ont sanctifiée de leur sang et de leur sueur. Mais sachez que celui qui profanera ce lieu sacré par cupidité ne connaîtra jamais la paix. » Frère Tomislav s'avança, portant un encensoir en argent terni dont la fumée odorante s'élevait en spirale mystique vers le ciel étoilé. « Père, que les générations futures se souviennent que nous n'avons pas abandonné cette île par lâcheté, mais parce que la violence des hommes nous y a contraints, et que cette violence se retourne contre ceux qui l'ont exercée, » murmura frère Bénédicte, serrant contre sa poitrine le dernier manuscrit sauvé des flammes de la persécution. L'abbé leva ses bras vers la voûte céleste, sa voix s'élevant dans la nuit comme un appel à la justice divine. « Seigneur Tout-Puissant,
nous confions à ta miséricorde cette île que tu nous avais confiée. Mais que ta colère s'abatte sur quiconque osera la souiller par avarice et ambition démesurée. » Les moines commencèrent alors leur procession funèbre autour du monastère, leurs pas résonnant sur les pierres comme un glas. 3 fois ils firent le tour de l'édifice sacré, leur cierge tenu la flamme vers le bas, en signe de deuil et de malédiction. À chaque passage, leur voix s'unissait dans un chant grégorien lugubre qui semblait réveiller les esprits des morts enterrés dans le petit cimetière attenant. Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla. Les paroles latines de l'hymne du jugement dernier s'élevaient dans l'air nocturne, portés par le vent qui s'était levé soudainement, comme si les éléments eux-mêmes participaient à cette cérémonie de malédiction. Au 3e et dernier tour, l'abbé Elias s'arrêta devant la porte principale de l'abbaye. De sa main tremblante, il traça dans l'air le signe de croix mais inversé, témoignage de la profanation qui allait suivre. Que quiconque possédera cette île par cupidité connaisse le tourment éternel, prononça-t-il d'une voix qui portait au-delà des murs, au-delà des temps, gravant ces mots dans l'éther comme une prophétie inéluctable. Les soldats français, impatients et mal à l'aise face à cette cérémonie qu'ils ne comprenaient pas, les attendaient au petit port de l'île. Le commandant Leclerc, un homme au visage dur marqué par les campagnes napoléoniennes, tapait nerveusement du pied sur les planches humides du débarcadère. « Dépêchez-vous donc, mes pères !» cria-t-il avec un accent parisien qui contrastait brutalement avec la solennité du moment. « L'empereur n'a que faire de vos simagrées. » Mais l'abbé Elias ne se hâta point. Il gravit lentement les marches qui menaient à l'embarcation, se retournant une dernière fois vers son abbaye bien-aimée. Dans la lumière lunaire, les tours et les clochers semblaient déjà des fantômes, des témoins silencieux d'un temps révolu. « Vous reviendrez, n'est-ce pas, père ?» demanda le jeune frère Tomislav, les larmes coulant librement sur son visage émacié. L'abbé posa une main paternelle sur l'épaule de son disciple. « Peut-être pas nous, mon fils, mais la justice divine, elle, reviendra. Elle revient toujours. » Alors que l'embarcation s'éloignait de l'île dans la nuit, les moines purent voir une dernière fois les silhouettes de leur monastère se découper contre le ciel étoilé. Et étrangement, une lumière rouge semblait briller dans les fenêtres de l'ancienne cellule de l'abbé, comme si quelque chose était resté derrière eux pour veiller sur la malédiction qu'ils venaient de prononcer. Le lendemain matin, quand les nouveaux propriétaires français pénétrèrent dans l'abbaye désertée, ils trouvèrent dans la cellule de l'abbé un spectacle qui les glaça d'effroi. Le lit de paille, simple couche monastique qui avait abrité les nuits de prière et de méditation du saint homme, était imbibé d'un liquide rouge sombre qui ne pouvait être que du sang. Pourtant, aucune blessure, aucune violence n'avait été commise dans cette pièce. Le sang semblait sourdre directement du matelas de paille tressé, formant des taches inquiétantes qui évoquaient des visages grimaçants et des mains suppliantes. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Mais c'est ainsi que commença la malédiction de Lokrum, dans le sang mystérieux qui coulait d'un lit béni, transformé en présage de mort pour tous ceux qui oseraient réclamer cette île sacrée par pure cupidité. L'hiver de 1808 s'installa sur Ragusa avec une froideur inhabituelle. Les eaux habituellement azurées de l'Adriatique prirent une teinte plombée, et les vents du nord apportaient avec eux une humidité glaciale qui s'infiltrait dans les os comme une prémonition funeste. Sur l'île de Lokrum, désormais vidée de ses occupants spirituels, le mystérieux lit ensanglanté continuait son œuvre macabre, suintant nuit après nuit un liquide rouge qui refusait de sécher malgré tous les efforts des nouveaux occupants. Le colonel Auguste Martineau, administrateur français de la région d'Almat, avait été le premier à découvrir l'étrange phénomène lors de son inspection initiale du monastère. Homme pragmatique de 52 ans, habitué aux horreurs des champs de bataille européens, il avait d'abord attribué ce spectacle déconcertant à quelques farces de mauvais goût orchestrées par les moines avant leur départ. Mais quand ces soldats eurent nettoyé le matelas à 3 reprises, le remplaçant même par une nouvelle paillasse, et que le sang continua néanmoins à perler de la couche comme une source maudite, même son scepticisme cartésien
commença à s'effriter. Capitaine Dubois, avait-il ordonné à son subordonné, un homme nerveux aux yeux perpétuellement inquiets, « Faites murer cette chambre, et que personne n'en parle en dehors de nos rangs. Nous n'avons pas besoin que les superstitions locales viennent compliquer notre administration. Mais les secrets ont une façon particulière de se propager, surtout dans une ville comme Ragusa, où les nouvelles circulaient aussi vite que les parfums d'épices sur le marché du Vieux-Port. Bientôt, les domestiques du palais du recteur, les marchands du Stradun et même les pêcheurs de Bruges chuchotaient à propos du lit qui saignait sans raison sur l'île maudite. Et avec ces murmures vinrent les premiers curieux, attirés par le mélange irrésistible d'épouvante et de fascination que provoquent les mystères inexpliqués. Parmi ces curieux se trouvaient 3 hommes, dont les destins allaient bientôt s'entremêler avec la malédiction des moines bénédictins de manière tragique et définitive. 3 nobles fortunés, chacun animé par cette cupidité aveugle que l'abbé Elias avait si justement prophétisé dans sa malédiction. Le premier était Vincenzo Ragnina, patriarche d'une ancienne famille ragusaine dont les ancêtres avaient fait fortune dans le commerce maritime. À 64 ans, cet homme au visage buriné par les embruns et aux mains tachées par l'encre des contrats commerciaux possédait une flotte de 12 navires qui sillonnaient la Méditerranée, transportant soie, épices et métaux précieux entre Venise, Constantinople et les ports barbaresques. Sa fortune était considérable, mais son avarice l'était plus encore. Il voyait dans l'acquisition de l'Ocrum une opportunité unique d'établir un entrepôt privé, à l'abri des taxes portuaires et des regards indiscrets des autorités douanières. Le deuxième était Marco Ghetaldi, comte de Bienno, descendant d'une lignée de scientifiques et de diplomates qui avaient servi la République de Ragusa pendant des siècles. Homme cultivé de 48 ans, passionné d'astronomie et de mathématiques, il avait étudié à Padoue et entretenu une correspondance suivie avec les plus grands esprits de son époque. Mais sous son vernis intellectuel se cachait une vanité dévorante et un besoin maladif de posséder ce que d'autres convoitaient. L'île de l'Ocrum représentait pour lui l'occasion de créer une résidence d'été somptueuse, où il pourrait installer un observatoire privé et recevoir les personnalités les plus influentes de l'Europe des Lumières. Le troisième était Nicolas Sorgo, baron de Sorge, jeune héritier de 29 ans d'une fortune bâtie sur l'exploitation des salines et des vignobles de l'arrière-pays dalmate. Beau parleur, aux manières raffinées, il avait passé sa jeunesse à Paris, dans les salons aristocratiques, développant un goût prononcé pour le luxe et les plaisirs coûteux. La perspective de transformer l'Ocrum en un paradis hédoniste, avec jardin à la française et pavillon de plaisance, enflammait son imagination décadente. Ces 3 hommes se rencontrèrent pour la première fois un soir de décembre 1808 dans le salon privé de l'auberge Gradska Kavana, l'établissement le plus huppé de Ragusa, situé sur la célèbre artère du Stradun. L'atmosphère était tendue, chargée de cette électricité particulière qui précède les confrontations entre prédateurs de même espèce. La lumière dorée des chandeliers vénitiens se reflétait dans leurs regards calculateurs, créant des jeux d'ombre qui accentuaient la dureté de leurs traits. « Messieurs, » commença Vincenzo Ragnina de sa voix grave de marin habitué à commander, « nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Cette île représente une opportunité exceptionnelle et les autorités françaises sont disposées à l'aliéner moyennant compensation appropriée. » Marco Ghetaldi ajusta ses lunettes cerclées d'or, un tic nerveux qui trahissait son agitation intérieure. « En effet, cher Vincenzo, mais j'imagine que nous ne sommes pas naïfs au point de croire que nous pouvons tous la posséder simultanément. Il faudra bien qu'un seul d'entre nous l'emporte. » Le jeune Nicolas Sorgo esquissa un sourire ironique faisant tourner entre ses doigts bagués un verre de malvoisie doré. « Ou alors, nous pourrions envisager un arrangement plus civilisé, un partage équitable, selon nos moyens respectifs et nos projets spécifiques. C'est ainsi que naquit la funeste association qui allait précipiter ces 3 hommes dans l'abîme de la malédiction. Ils convinrent d'acheter conjointement l'île aux autorités françaises, se partageant le terrain selon leurs besoins particuliers,
Ragnina conserverait les anciens bâtiments monastiques pour ses entrepôts. Getaldi s'installerait sur les hauteurs pour son observatoire et Sorgo aménagerait les jardins et les bosquets pour ses divertissements mondains. L'acte de vente fut signé le 15 janvier 1809 dans le bureau sombre du colonel Martineau à la lumière tremblante d'une lampe à huile qui projetait des ombres dansantes sur les murs couverts de cartes militaires. La somme versée était considérable. 100 000 ducats d'or, une fortune qui aurait pu nourrir la ville entière pendant une année de disette. Mais pour ces 3 hommes aveuglés par l'ambition, ce n'était qu'un investissement mineur comparé aux profits qu'ils espéraient retirer de leur acquisition. « Félicitations, messieurs », déclara le colonel français, en scellant l'acte de cire rouge. « Vous voici désormais propriétaire légitime de l'île de Loccrum. Puissiez-vous en jouir longtemps et paisiblement. » Ces derniers mots résonnèrent étrangement dans la pièce, comme une prophétie ironique qui allait bientôt se révéler d'une terrible justesse. Car dès le premier jour où ils posèrent le pied sur leur nouvelle propriété, les 3 associés commencèrent à ressentir les premiers effets de la malédiction. Vincenzo Ragnina fut le premier à être touché. Dès qu'il pénétra dans l'ancien réfectoire des moines, qu'il comptait transformer en entrepôt principal, il ressentit une démangeaison intolérable qui commença par ses mains et se propagea rapidement à tout son corps. Au début, il attribua cette gêne à la poussière accumulée et aux résidus d'encens qui imprégnaient encore les murs. Mais quand il commença à se gratter compulsivement, ses ongles laissant des marques rouges sur sa peau, il comprit que quelque chose d'anormal se produisait. « Ce n'est rien », se répétait-il pour se rassurer, tout en s'arrachant des lambeaux de chair avec ses ongles devenus griffes. « Un peu d'air marin, et tout rentrera dans l'ordre. » Mais l'air marin n'apporta aucun soulagement. Au contraire, chaque bouffée d'air salé semblait attiser le feu qui dévorait sa peau. Ses mains se couvrirent de plaies sanguinolentes qu'il n'arrivait pas à guérir, malgré les onguents et les cataplasmes que lui préparaient les meilleures guérisseuses de Ragusa. La nuit, ses gémissements de douleur résonnaient dans sa villa patricienne du quartier de Pile, réveillant sa femme et ses domestiques qui le trouvaient chaque matin un peu plus décharné, un peu plus proche de la folie. Marco Getaldi, quant à lui, développa une obsession morbide pour l'eau. Chaque fois qu'il tentait d'installer ses instruments d'astronomie sur les hauteurs de l'île, il était pris d'une soif inextinguible qui le poussait vers la mer. Il passait des heures entières debout dans les vagues, l'eau salée montant progressivement jusqu'à sa taille, puis jusqu'à sa poitrine, sans qu'il semble s'en rendre compte. Ses serviteurs devaient venir le chercher chaque soir, trempé et grelottant, les lèvres bleues et les yeux vitreux fixés sur l'horizon. « L'eau, j'ai besoin d'eau pure », murmurait-il inlassablement, même quand on lui présentait les cruches les plus fraîches de sa demeure. « Cette eau salée me brûle, mais je ne peux pas m'en passer. » Nicolas Sorgo, le plus jeune des 3, manifestait les symptômes les plus étranges. Chaque fois qu'il s'approchait des oliviers centenaires qui bordaient l'ancien cimetière monastique, il était pris d'une compulsion irrésistible de marquer l'écorce des arbres avec ses ongles. Mais pas n'importe quel signe, des lettres latines, des mots qu'il ne comprenait pas et qui semblaient surgir directement de son subconscient. Ses doigts saignaient à force de graver ces mystérieuses inscriptions, mais il ne pouvait s'arrêter, comme si une volonté supérieure guidait ses gestes. Peccatum, mors, poena, gravait-il compulsivement dans l'écorce des oliviers, traçant ces mots latins qu'il n'avait jamais appris, mais qui coulèrent de ses lèvres comme une litanie macabre. Au bout de 6 semaines, l'état des 3 hommes était devenu alarmant. Vincenzo Ragnina avait perdu 15 kilos. Sa peau n'était plus qu'une plaie vive qu'il continuait à lacérer avec des ongles devenus noirs et recourbés comme des serres de rapace. Marco Getaldi passait désormais ses nuits entières debout dans la mer, et il fallait plusieurs hommes pour l'en extraire chaque matin. Quant à Nicolas Sorgo, il avait gravé tant d'inscriptions latines sur les oliviers que l'écorce de certains arbres était devenue méconnaissable, transformée en un parchemin sanglant, couvert de signes mystérieux. Les habitants de Ragusa commençaient à parler ouvertement de la malédiction. Dans les tavernes du vieux port,
On racontait que l'abbé Elias apparaissait chaque nuit sur l'île, récitant des prières à l'envers et invoquant les puissances des ténèbres pour châtier les profanateurs. Les pêcheurs refusaient désormais d'approcher des côtes de Locrum, prétendant entendre des chants grégoriens portés par le vent, mélangés à des gémissements de souffrance qui glaçaient le sang. Et dans l'ancienne cellule de l'abbé, désormais murée sur ordre du colonel Martineau, le lit mystérieux continuait à saigner, le liquide rouge s'écoulant désormais par les fissures du mortier pour former de étranges dessins sur le sol de pierre. Des dessins qui ressemblaient étrangement au visage torturé des 3 nouveaux propriétaires de l'île maudite. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Mars 1809 apporta avec lui des vents printaniers qui auraient dû chasser les ombres de l'hiver, mais sur l'île de Locrum, l'atmosphère ne cessait de s'alourdir. Les 3 propriétaires maudits avaient atteint un stade de dégradation physique et mentale qui alarmait même les médecins les plus aguerris de Ragusa. Mais c'est précisément à ce moment critique qu'une découverte extraordinaire allait révéler la véritable nature de la malédiction qui pesait sur l'île, et révéler un secret que même l'abbé Elias n'avait jamais soupçonné. Frère Tomislav Benko, le jeune moine qui avait été le plus proche disciple de l'abbé, n'avait pas trouvé la paix depuis l'exil forcé de sa communauté. Installé temporairement au monastère franciscain de Dubrovnik, il passait ses nuits blanches à prier pour ses anciens frères dispersés aux 4 vents, mais surtout à s'interroger sur les étranges phénomènes qui se produisaient sur leur ancienne île. Les rumeurs qui circulaient en ville lui parvenaient par bribes, et chaque nouveau récit des souffrances des 3 acquéreurs le plongeait dans un trouble profond. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, frère Tomislav ne ressentait aucune satisfaction devant l'accomplissement apparent de la malédiction de son abbé bien-aimé. Au contraire, son âme charitable souffrait de voir des hommes, quels que soient leurs péchés, endurer de tels tourments. Et surtout, quelque chose dans ces manifestations surnaturelles ne correspondait pas à l'image qu'il avait de son mentor spirituel. L'abbé Elias avait toujours été un homme de paix, certes capable de colère juste face à l'injustice, mais jamais enclin à la vengeance cruelle. Comment un tel homme aurait-il pu prononcer une malédiction aussi impitoyable? Cette question le hantait nuit et jour, jusqu'à ce qu'une nuit de pleine lune, il prenne une décision qui allait changer le cours de l'histoire de Locrum. Malgré l'interdiction formelle des autorités françaises, malgré les rumeurs terrifiantes qui circulaient, frère Tomislav décida de retourner en secret sur l'île pour découvrir la vérité. Il connaissait chaque pierre de Locrum, chaque sentier caché, chaque grotte secrète où les moines avaient l'habitude de méditer dans la solitude. Si des réponses existaient, c'est là qu'il les trouverait. Par une nuit sans lune, vêtu d'une simple tunique de pêcheur pour ne pas être reconnu, il traverse les eaux calmes de l'Adriatique dans une petite barque empruntée à un ami sympathisant. L'île se dressait devant lui comme une masse sombre et menaçante, ses contours familiers transformés en forme monstrueuse par l'obscurité et l'appréhension. Aucune lumière ne brillait dans les anciens bâtiments conventuels, et un silence de mort régnait sur ce qui avait autrefois été un havre de vie spirituelle. En posant le pied sur la petite plage de galets où les moines débarquaient autrefois leurs provisions, frère Tomislav ressentit immédiatement une présence étrange, comme si des yeux invisibles l'observaient depuis les bosquets d'oliviers. L'air était chargé d'une humidité poisseuse qui n'avait rien de naturel, et des odeurs nauséabondes s'échappaient de la végétation, mélange écœurant de sang séché et d'encens rance. Il se dirigea d'abord vers l'ancienne cellule de l'abbé Elias, cette chambre désormais murée où se trouvait le fameux lit ensanglanté. Mais quand il atteignit le bâtiment principal, il découvrit que les murs érigés par les soldats français s'étaient inexplicablement fissurés, laissant s'écouler un liquide rouge sombre qui formait des rigoles sanglantes sur les dalles de pierre. Et dans cette substance visqueuse, des formes se mouvaient comme si elle était vivante. Armé de sa foi et de son courage,
Le jeune moine force l'ouverture et pénètre dans la cellule maudite. Le spectacle qui l'accueille dépasse en horreur tout ce qu'il avait pu imaginer. Le lit, simple paillasse monastique qu'il avait vu des milliers de fois pendant ses années de service, était maintenant transformé en une masse sanguinolente d'où s'élevaient des vapeurs rougeâtres. Mais ce qui le frappa le plus, ce ne fut pas l'aspect répugnant de cette vision, mais la découverte qu'il fit en soulevant un pan du matelas détrempé. Là, gravé dans le bois du sommier avec une précision troublante, se trouvaient des symboles qu'il ne reconnaissait pas, mais dont l'ancienneté ne faisait aucun doute. Ce n'étaient pas des lettres latines, ni des signes chrétiens, mais des marques d'une origine bien plus ancienne, préchrétienne, qui semblaient pulser d'une énergie maléfique propre. Et surtout, ces symboles n'avaient manifestement pas été gravés par l'abbé Elias ou par aucun des moines de l'ordre. Leur style et leur patine trahissaient une origine bien antérieure à l'établissement du monastère. C'est alors que frère Tomislav comprit avec une clarté aveuglante que la malédiction qui frappait l'île n'était pas l'œuvre de son bien-aimé abbé. L'abbé Elias et ses frères n'avaient fait qu'éveiller quelque chose qui dormait déjà dans cette terre, quelque chose d'infiniment plus ancien et plus terrible que leur juste colère. Poussé par une intuition soudaine, il se dirigea vers les fondations les plus anciennes de l'abbaye, celles qui dataient de la première installation monastique au XIe siècle. Armé d'une pioche trouvée dans l'ancien jardinage, il commença à creuser dans un angle du cloître où les dalles semblaient moins bien ajustées que les autres. Après 2 heures d'effort, ses mains meurtries par le maniement de l'outil touchèrent quelque chose de dur qui n'était pas de la pierre. Ce qu'il découvrit ce soir-là devait rester gravé dans sa mémoire jusqu'à son dernier souffle. Enfoui sous les fondations chrétiennes, il trouva les vestiges d'un temple païen beaucoup plus ancien, dédié à une divinité slave préchétienne dont le nom même avait été effacé par les siècles. Mais ce qui le glaça d'épouvante, ce fut la découverte d'un autel de pierre noire, sur lequel reposaient encore les restes momifiés d'un prêtre païen, les bras croisés sur la poitrine, tenant entre ses mains desséchées un parchemin couvert des mêmes symboles mystérieux qu'il avait trouvés sous le lit ensanglanté. Le parchemin, miraculeusement préservé par l'humidité constante de la crypte souterraine, était rédigé dans un mélange de latin archaïque et d'ancien slave. Frère Tomislav, qui avait étudié les langues anciennes dans sa jeunesse, parvint à déchiffrer les passages les plus lisibles. Ce qu'il lut le fit vaciller d'horreur. Le document révélait que l'île de Lokrum avait été, bien avant l'arrivée du christianisme, un lieu de culte dédié à Vélès, l'ancienne divinité slave des morts et de la richesse souterraine. Le temple avait été le théâtre de rituels sanglants destinés à maudire quiconque oserait s'emparer des trésors de l'île par cupidité. Le prêtre momifié, nommé Bogomil selon les inscriptions, avait sacrifié sa propre vie pour alimenter éternellement cette malédiction, transformant son sang en une essence maudite qui sourdrait de la terre chaque fois qu'un être cupide foulerait le sol sacré. Mais le plus terrifiant restait à découvrir. En continuant sa lecture, frère Tomislav comprit que la malédiction ne se contentait pas de frapper les profanateurs individuellement. Elle était conçue pour croître et se renforcer avec chaque nouvelle victime, absorbant leur essence vitale pour devenir plus puissante. Et selon les prophéties inscrites sur le parchemin, lorsque 9 âmes cupides auraient nourri la malédiction de leur sang, celle-ci atteindrait une puissance suffisante pour s'étendre au-delà de l'île, frappant quiconque oserait même rêver de posséder Lokrum. Le jeune moine réalisa avec horreur que 3 âmes étaient déjà en train d'être consumées par la malédiction antique. Il ne restait plus que 6 victimes avant que le pouvoir du prêtre Bogomil n'atteigne sa pleine puissance et ne se répande comme une peste sur toute la région. Tremblant de tous ses membres, frère Tomislav remit soigneusement le parchemin à sa place et recouvrit la crypte, mais il emporta avec lui une petite tablette de pierre couverte d'inscriptions qui pourrait peut-être servir à briser la malédiction. Car une dernière phrase du parchemin avait attiré son attention.
Seul le sang d'un homme véritablement pur, offert volontairement en sacrifice, peut briser les chaînes qui lient les morts aux vivants. En regagnant Dubrovnik aux premières lueurs de l'aube, frère Tomislav portait en lui un terrible fardeau. Il connaissait maintenant la véritable nature du mal qui rongeait Lokrum, mais il savait aussi que révéler cette vérité risquait de déclencher une panique générale. Pire encore, il comprenait que pour sauver les innocents qui pourraient être frappés à l'avenir, il devrait peut-être consentir au sacrifice suprême. Pendant ce temps, sur l'île maudite, l'état des 3 propriétaires continuait de se détériorer de façon spectaculaire. Vincenzo Ragnina avait maintenant arraché la peau de ses bras jusqu'au coude, révélant la chair vive en dessous. Ses ongles, devenus noirs et crochus, avaient poussé à une vitesse surnaturelle, et il les utilisait comme des instruments de torture sur son propre corps. Ses cris de souffrance résonnaient désormais nuit et jour dans sa demeure, si terribles que ses voisins avaient fui leur maison pour échapper à cette mélodie de l'enfer. Marco Ghetaldi, quant à lui, ne sortait plus de l'eau. Il avait établi sa résidence permanente dans une grotte marine de l'île, où il restait immergé jusqu'au cou, ne remontant à la surface que pour respirer et prononcer des mots incompréhensibles dans une langue qui ressemblait à l'ancien slave. Ses cheveux étaient tombés, sa peau avait pris une teinte verdâtre, et des branchies rudimentaires semblaient s'être développées sur les côtés de son cou. Nicolas Sorgo présentait peut-être les symptômes les plus troublants. Il avait gravé tous les oliviers de l'île avec ses inscriptions sanglantes, et maintenant il s'attaquait aux murs de pierre de l'ancien monastère. Mais ces gravures avaient évolué. Ce n'étaient plus de simples mots latins, mais des phrases entières dans l'ancienne langue slave, des invocations à Vélès qui semblaient surgir directement de sa mémoire ancestrale. Ses doigts n'étaient plus que des moignons sanglants, les os apparents servant de stylet macabre pour continuer son œuvre maudite. Et dans l'ancienne cellule de l'abbé, le lit ensanglanté avait atteint un nouveau degré d'horreur. Le liquide rouge ne se contentait plus de suinter du matelas. Il bouillonnait maintenant comme une mare de lave, et des formes semi-humaines semblaient émerger de sa surface visqueuse, avant de retomber dans les profondeurs carmines. Parfois, on pouvait distinguer des visages dans ces apparitions fugaces, le prêtre Bogomil aux yeux vides, et d'autres figures plus récentes qui ressemblaient de plus en plus aux 3 propriétaires maudits. La nuit où frère Tomislav avait découvert la crypte secrète marqua un tournant dans la progression de la malédiction. Comme si son intrusion avait éveillé des forces endormies, les manifestations surnaturelles s'intensifièrent brusquement. Les habitants de Ragusa rapportèrent maintenant voir des lumières rouges danser au-dessus de l'île, et entendre des cris qui n'avaient plus rien d'humain porté par le vent marin. Plus inquiétant encore, d'autres personnes commençaient à montrer des signes d'obsession pour l'île maudite. Des marchands, qui n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour l'immobilier, se mettaient soudain à rêver de posséder un morceau de Lokrum. Des nobles parfaitement sensés développaient des projets grandioses d'aménagement de l'île. Et tous parlaient du formidable potentiel commercial et résidentiel de ce petit bout de terre, qui n'était pourtant qu'un rocher stérile couvert d'oliviers. Frère Tomislav comprenait que la malédiction étendait son influence, attirant de nouvelles victimes potentielles comme un aimant attire la limaille de fer. Bientôt, d'autres cupides viendraient s'ajouter aux 3 premiers, et chaque nouvelle âme capturée renforcerait le pouvoir du prêtre païen Bogomil. Il fallait agir, et vite. Mais comment un simple moine pourrait-il lutter contre une force qui avait survécu à 1000 ans de christianisme et qui puisait sa puissance dans les profondeurs mêmes de la terre maudite? La réponse se trouvait peut-être dans ce sacrifice volontaire évoqué par le parchemin antique. Mais frère Tomislav avait-il le courage de donner sa vie pour sauver des inconnus de la cupidité qui les perdrait? Et surtout, son sacrifice serait-il suffisant pour briser une malédiction aussi ancienne et puissante? Pendant qu'il se débattait avec ces questions terribles, les 3 premiers maudits approchaient inexorablement de leur fin. Vincenzo Ragnina avait maintenant lacéré son visage au point d'être méconnaissable, ses yeux disparaissant dans un masque de chair sanguinolente.
Marco Ghetaldi ne respirait plus que quelques minutes par jour, passant le reste de son temps dans les profondeurs glacées de sa grotte marine. Quant à Nicolas Sorgo, il avait gravé ses messages maudits jusqu'à la moelle de ses os, transformant ses membres en parchemins vivants couverts de prophéties terrifiantes. Et toujours, dans l'ancienne cellule murée, le lit continuait à saigner, nourrissant de son essence maudite la soif vengeresse du prêtre Bogomil, en attendant que 6 autres âmes cupides viennent compléter le sacrifice qui libérerait définitivement les forces du mal sur la région. L'horloge du destin égrenait ses secondes inexorables, et chaque battement rapprochait l'Ocrum de l'apocalypse annoncé par les prophéties païennes. L'été de 1809 apporta avec lui une canicule inhabituelle qui transforma l'Adriatique en un miroir d'étain en fusion. Sur l'île de l'Ocrum, la chaleur accablante semblait intensifier les émanations maudites qui s'échappaient désormais de chaque pierre, de chaque arbre, créant une atmosphère irrespirable qui étouffait même les mouettes qui osaient encore survoler ces eaux empoisonnées. Les 3 propriétaires originaux touchaient maintenant au terme de leur agonie. Mais leur mort imminente ne marquait pas la fin de la malédiction. Au contraire, elle n'en était que le commencement. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Vincenzo Ragnina fut le premier à succomber. Dans la nuit du 14 juillet, ces cris de douleur qui résonnaient depuis des mois dans sa villa patricienne cessèrent brusquement, plongeant le quartier de Pile dans un silence inquiétant. Quand ses domestiques osèrent enfin pénétrer dans sa chambre au petit matin, ils découvrirent un spectacle qui les marqua à vie. Le vieux marchand maritime n'était plus qu'un squelette recroquevillé, la peau entièrement arrachée, les os blanchis portant encore les traces de ses propres ongles devenus griffes. Mais le plus terrifiant, c'est que sur les murs de la chambre, écrites avec son propre sang, s'étalaient des inscriptions en ancien slave qui répétaient inlassablement « Vels réclame ce qui lui appartient. Vélez réclame ce qui lui appartient. » Marco Ghetaldi disparut 3 jours plus tard. Sa transformation aquatique avait atteint un stade si avancé qu'il ne ressemblait plus à un être humain. Les pêcheurs qui osaient encore s'aventurer près des côtes de l'Ocrum rapportaient avoir vu une créature mi-homme, mi-poisson disparaître dans les profondeurs de la grotte marine où il avait élu domicile. Son corps ne fut jamais retrouvé, mais pendant des semaines, les eaux autour de l'île prirent une teinte rougeâtre, et les poissons qui y nageaient présentaient des mutations inquiétantes, des yeux humains, des mains miniatures à la place des nageoires, des bouches qui semblaient articuler des mots dans des langues oubliées. Nicolas Sorgo vécut le plus longtemps, si l'on peut appeler vivre, l'état catatonique dans lequel il sombra, après avoir achevé de graver ses prophéties maudites sur tous les supports disponibles de l'île. On le retrouva le 28 juillet, assis contre un olivier centenaire, les yeux grands ouverts mais vides, ses doigts réduits à l'os encore crispé dans un geste de gravure perpétuelle. Il respirait encore, mais son esprit semblait avoir quitté son corps pour rejoindre les ombres ancestrales qui hantaient l'Ocrum. Il mourut 3 jours plus tard sans reprendre conscience, et curieusement, à l'instant exact de son trépas, tous les oliviers de l'île se mirent à saigner par leurs écorces marquées, comme si les arbres eux-mêmes pleuraient la consommation du premier tiers du sacrifice exigé par Vélez. Frère Tomislav assista aux funérailles des 3 hommes depuis la foule anonyme, le cœur lourd de culpabilité et d'appréhension. Il avait passé des semaines à étudier la tablette de pierre dérobée dans la crypte païenne, tentant de déchiffrer les rituels qui pourraient contrecarrer la malédiction. Mais plus il approfondissait ses recherches, plus il comprenait l'ampleur du mal qui couvait sous l'île. Le prêtre Bogomil n'avait pas seulement créé une malédiction locale. Il avait ouvert une brèche entre le monde des vivants et celui des morts, une faille qui ne demandait qu'à s'élargir pour déverser les horreurs de l'au-delà sur le monde des hommes. Et cette brèche se nourrissait de cupidité humaine comme un brasier se nourrit de bois sec.
Chaque âme consumée par l'avarice et attirée par l'île renforçait le pouvoir de l'ancien prêtre, rapprochant l'humanité d'un cataclysme dont les proportions dépassaient l'imagination. Mais le jeune moine n'était pas le seul à avoir compris la gravité de la situation. À Vienne, dans les fastueux palais de la cour impériale, un homme observait avec un intérêt croissant les rapports qui lui parvenaient de Dalmatie concernant les troubles de Loccrum. Cet homme, c'était l'archiduc Ferdinand Maximilien Joseph d'Autriche, frère cadet de l'empereur François Ier, prince ambitieux de 27 ans, qui rêvait de se tailler un empire personnel dans les territoires nouvellement acquis. Maximilien était tout l'opposé des trois premiers maudits. Cultivé, raffiné, animé d'un idéalisme romantique qui masquait mal une ambition dévorante, il voyait dans l'acquisition de propriétés exotiques un moyen d'affirmer son statut princier et de satisfaire son goût pour le pittoresque. Les rapports sur l'île mystérieuse de Loccrum, avec ses légendes de moines maudits et ses phénomènes inexpliqués, attisaient son imagination déjà enflammée par les récits de voyage et les romans gothiques à la mode. Une île maudite, s'était-il exclamé avec un rire insouciant en lisant les dépêches de ses agents dalmates. Comme c'est délicieusement romantique! Imaginez les soirées que nous pourrions y donner, les fêtes gothiques dans un décor authentiquement lugubre. Sa jeune épouse, Charlotte de Belgique, princesse de 19 ans au tempérament nerveux et à l'imagination débordante, avait immédiatement été séduite par ce projet extravagant. Élevée dans les châteaux brumeux de Belgique, avec une gouvernante qui lui racontait des histoires de fantômes et de revenants, elle trouvait l'idée de posséder une île hantée absolument délicieuse. « Maximilien !» avait-elle murmuré de sa voix cristalline en caressant son époux avec une tendresse teintée d'exaltation. « Nous devons absolument acquérir cette île. Pensez aux jardins romantiques que nous pourrions y créer, aux pavillons gothiques où nous recevrions les plus grands artistes d'Europe. Ce que ni l'archiduc ni son épouse ne pouvaient savoir, c'est que leur intérêt soudain pour Loccrum n'était pas le fruit du hasard. La malédiction du prêtre Bogomil, renforcée par le sang des trois premiers maudits, étendait maintenant son influence bien au-delà des côtes d'Almar. Comme des tentacules invisibles, elle s'insinuait dans l'esprit de tous ceux qui possédaient à la fois la richesse nécessaire pour acquérir l'île et cette cupidité particulière qui pousse les hommes à vouloir posséder ce qui est interdit. Les négociations pour l'achat de Loccrum commencèrent à l'automne 1809. Les héritiers des trois maudits, terrorisés par les circonstances de la mort de leurs proches et les rumeurs qui couraient sur l'île, étaient plus que disposés à s'en défaire à n'importe quel prix. L'archiduc Maximilien put ainsi acquérir la propriété pour une somme dérisoire, considérant cet achat comme la plus brillante affaire de sa vie. Frère Tomislav, qui surveillait discrètement toutes les transactions concernant l'île maudite, apprit la nouvelle avec un sentiment de désespoir absolu. Un archiduc de la maison d'Autriche. Comment pourrait-il mettre en garde un homme d'un tel rang contre les dangers qui l'attendaient? Et surtout, comment pourrait-il empêcher que la malédiction ne frappe l'une des familles les plus puissantes d'Europe, avec toutes les conséquences politiques catastrophiques que cela pourrait entraîner? Il tenta néanmoins de faire parvenir un avertissement à la cour de Vienne, rédigeant une lettre où il exposait, dans les termes les plus mesurés possibles, les particularités troublantes de l'île de Loccrum et les morts suspectes de ses précédents propriétaires. Mais sa missive, envoyée par un simple moine franciscain sans recommandation particulière, ne dépassa jamais les secrétaires subalternes de l'administration impériale, qui la classèrent parmi les nombreuses lettres de déséquilibrés qui parvenaient quotidiennement à la cour. Pendant ce temps, l'archiduc Maximilien planifiait avec enthousiasme sa prise de possession de l'île. Il avait commandé aux meilleurs architectes de Vienne les plans d'un palais d'été somptueux qui s'élèverait sur les ruines de l'ancien monastère. Des jardins à la française remplaceraient les oliveraies sauvages, des pavillons néo-gothiques ponctueraient les sentiers romantiques, et un observatoire astronomique couronnerait le point culminant de l'île. Ce sera notre Trianon adriatique, déclarait-il à sa cour en déployant les somptueux plans colorés.
un joyau architectural qui éclipsera toutes les résidences d'été d'Europe. Charlotte battait des mains d'enthousiasme, ses yeux brillants d'une exaltation qui n'était pas entièrement naturelle. Car déjà, sans qu'elle s'en rende compte, la malédiction commençait à agir sur son esprit fragile. Elle faisait des rêves étranges, où elle se voyait en robe blanche courir dans des jardins nocturnes peuplés d'ombres grimaçantes, et elle éprouvait une fascination morbide pour les récits d'apparitions et de phénomènes surnaturels qui circulaient à propos de leur future résidence. L'archiduc et son épouse arrivèrent à Ragusa en grande pompe au printemps 1810, accompagnés d'une suite nombreuse comprenant des architectes, des jardiniers, des décorateurs et une cohorte de domestiques chargés de transformer Loccrum selon leurs désirs grandioses. Leur première visite de l'île eut lieu par une belle matinée de mai, sous un soleil radieux qui faisait scintiller les eaux de l'Adriatique comme un écrin de diamant. Maximilien fut immédiatement séduit par la beauté sauvage du lieu. Les ruines pittoresques du monastère, les oliveraies centenaires, les grottes marines et les falaises blanches correspondaient parfaitement à son idéal romantique. Il ne remarqua pas les inscriptions sanglantes qui marquaient encore les écorces d'arbres, car ses serviteurs les plus zélés avaient pris soin de les masquer avec de la résine et de la peinture pour ne pas troubler la sensibilité de leur maître. Charlotte, en revanche, ressentit dès les premiers instants une impression étrange, un mélange de fascination et de malaise, qui la fit frissonner, malgré la douceur de l'air marin. « Cette île a une âme », murmura-t-elle à son époux en serrant son bras d'une main tremblante. « Je la sens qui nous observe, qui nous juge. » Maximilien éclata de rire, trouvant la sensibilité de sa jeune épouse délicieusement poétique. « Ma chère Charlotte, c'est exactement cette atmosphère mystérieuse qui fait le charme de notre acquisition. Nous allons créer ici un écrin digne des plus belles légendes. » Mais quand ils visitèrent l'ancienne cellule de l'abbé Elias, dont les murs avaient été démolis pour effacer les traces du lit ensanglanté, Charlotte s'évanouit brutalement. Quand elle reprit connaissance, elle parlait dans une langue étrange qui ressemblait à l'ancien slave, prononçant des mots qu'elle ne comprenait pas: Bogomil, Vélès, Krv i smert, sang et mort. Ce premier incident aurait dû alerter l'archiduc sur les dangers qui menaçaient sa famille. Mais, aveuglé par son projet grandiose et persuadé que sa noble naissance le protégeait de toute malédiction populaire, il attribua le malaise de son épouse à la fatigue du voyage et à l'émotion de découvrir leur futur paradis. Les travaux de transformation de Loccrum commencèrent immédiatement. Des centaines d'ouvriers s'abattirent sur l'île comme une nuée de sauterelles, abattant les arbres, creusant les fondations, nivelant les terrains selon les plans somptueux de l'archiduc. Mais dès les premiers coups de pioche, des phénomènes inquiétants se produisirent. Les outils se brisaient inexplicablement, les fondations s'effondraient sans raison apparente, et surtout, chaque fois que les ouvriers creusaient, ils trouvaient cette terre rougeâtre qui ressemblait à du sang séché. Certains juraient entendre des gémissements sortir du sol, d'autres voyaient des ombres bouger dans les ruines du monastère. Plusieurs ouvriers furent pris de malaise subit et durent être évacués vers Dubrovnik, parlant dans leur délire d'un prêtre aux yeux vides qui les appelait dans une langue inconnue. Mais l'archiduc Maximilien, animé par son obsession grandissante, refusait de voir ces signes évidents. Il augmentait les salaires, remplaçait les ouvriers récalcitrants, et poussait les travaux avec une énergie qui commençait à inquiéter son entourage. Car lui aussi subissait l'influence de la malédiction, cette soif de possession qui transforme les projets les plus innocents en obsessions dévastatrices. Charlotte, de son côté, passait des heures entières assise sur les ruines de l'ancien cimetière monastique, fixant l'horizon d'un regard de plus en plus vide. Elle avait commencé à tenir des conversations avec des interlocuteurs invisibles, répondant à des voix que personne d'autre n'entendait. Ces dames de compagnie rapportaient qu'elles se levaient la nuit pour errer dans les jardins en construction, les bras tendus comme si elles cherchaient à étreindre des fantômes. Et dans les profondeurs de l'île, dans la crypte secrète où reposait le prêtre Bogomil,
quelque chose bougeait. Les 3 premières âmes avaient nourri la malédiction, lui donnant la force de s'étendre au-delà des limites de l'Okrum. Maintenant, 2 nouvelles victimes de haut rang venaient s'offrir au sacrifice ancestral, et leur sang noble allait décupler la puissance du mal tapi sous cette terre maudite. Le compte à rebours final avait commencé. Bientôt, l'archiduc Maximilien et sa jeune épouse rejoindraient les rangs des damnés de l'Okrum, et leur chute entraînerait des conséquences qui dépasseraient largement les limites de cette petite île adriatique. Car quand les puissants tombent, c'est le monde entier qui chancelle. 50 ans s'écoulèrent comme un souffle maléfique sur les eaux de l'Adriatique. L'année 1859 marquait un demi-siècle depuis l'expulsion des moines bénédictins, mais sur l'île de l'Okrum, le temps semblait suspendu dans une éternité de souffrance et de malédiction. L'archiduc Maximilien, désormais âgé de 77 ans, régnait toujours sur son domaine maudit, mais l'homme brillant et ambitieux qu'il avait été s'était transformé en une créature rongée par l'obsession et hantée par des visions de plus en plus terrifiantes. Le palais somptueux qu'il avait fait ériger sur les ruines du monastère était devenu un mausolée vivant où résonnaient jour et nuit les gémissements de Charlotte, son épouse bien-aimée. La jeune princesse belge de 19 ans était maintenant une femme de 69 ans dont l'esprit avait sombré dans une folie si profonde qu'elle ne reconnaissait plus ni son époux ni la réalité qui l'entourait. Elle passait ses journées assise devant une fenêtre donnant sur l'ancien cimetière monastique, murmurant inlassablement des prières dans l'ancien slave, cette langue qu'elle n'avait jamais apprise, mais qui coulait de ses lèvres comme si les morts eux-mêmes parlaient par sa bouche. « Bogomil me chante des berceuses », disait-elle parfois à son mari quand celui-ci venait s'asseoir près d'elle dans leurs rares moments de lucidité partagée. « Il me dit que bientôt, nous pourrons nous reposer, que bientôt le sacrifice sera complet et que nous rejoindrons les autres dans la terre rouge. » Maximilien frissonnait chaque fois qu'elle prononçait ces mots prophétiques, car lui aussi avait appris à connaître Bogomil, ce prêtre païen mort depuis des siècles, mais dont la présence imprégnait chaque pierre de l'île. Il l'avait vu dans ses rêves d'abord, puis dans les reflets des miroirs, et maintenant il l'apercevait parfois du coin de l'œil, silhouette décharnée vêtue de haillons qui se glissait entre les colonnes de marbre de son palais comme un propriétaire inspectant son domaine. Le lit de l'ancienne cellule abbatiale que Maximilien avait fait installer dans sa propre chambre par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, continuait son œuvre macabre. Chaque matin, l'archiduc s'éveillait couvert du sang qui suintait du matelas maudit, mais étrangement, cette substance visqueuse ne le dégoûtait plus. Au contraire, il éprouvait une fascination morbide pour ces écoulements rougeâtres où se dessinaient des visages familiers. Vincenzo Ragnina aux traits lacérés, Marco Ghetaldi aux yeux de poisson mort, Nicolas Sorgo aux doigts réduits à l'os, et maintenant de plus en plus souvent son propre visage vieilli et celui de Charlotte dans sa folie. Mais le plus terrifiant, c'était cette nouvelle vision qui apparaissait de plus en plus fréquemment dans les taches sanglantes. Un échafaud dressé sur une place ensoleillée, et lui-même debout face à un peloton d'exécution, les yeux bandés, attendant la mort avec une sérénité qui ressemblait à du soulagement. Car Bogomil ne se contentait pas de montrer le présent. Il révélait l'avenir, et cet avenir était aussi sombre que le passé de l'île maudite. « Vous serez empereur », lui murmurait parfois la voix du prêtre païen dans le silence de la nuit. « Empereur d'un pays lointain sous un soleil de plomb, mais votre couronne sera taillée dans la pierre tombale, et votre règne se mesurera en mois, pas en années. » Ces prophéties cryptiques hantaient Maximilien, car il pressentait qu'elles contenaient une vérité terrible. Depuis quelque temps, des émissaires français venaient régulièrement le voir, parlant d'un projet grandiose en Amérique centrale, d'un empire à créer sous la protection de Napoléon III. L'idée de quitter l'Okrum et sa malédiction pour régner sur de nouveaux territoires l'attirait comme une possible délivrance. Mais en même temps, il sentait que fuir l'île ne ferait que reporter l'inéluctable accomplissement de sa destinée funeste. Frère Tomislav, maintenant âgé de 78 ans,
et affaibli par des décennies d'angoisse et de remords, observait de loin l'évolution de la situation avec un mélange de compassion et d'épouvante. Il avait passé sa vie à étudier la malédiction de Bogomil, tentant de comprendre ses mécanismes et de trouver un moyen de la briser. Ses recherches l'avaient mené dans les bibliothèques les plus obscures d'Europe, à la rencontre d'érudits spécialisés dans les cultes préconétiens et les rituels de malédiction ancestraux. Ce qu'il avait appris le glaçait d'effroi. La malédiction de Lokrum n'était pas un phénomène isolé, mais faisait partie d'un réseau de sites maudits disséminés à travers l'Europe, tous liés par des rituels similaires et tous destinés à libérer les anciens dieux slaves de leurs prisons souterraines. Bogomil n'était que l'un des 9 prêtres sacrificiels qui avaient scellé leur pouvoir dans la terre, et Lokrum n'était que l'une des 9 clés qui, une fois toutes activées, ouvriraient les portes entre les mondes. Mais le plus terrifiant, c'est que selon ses calculs, Lokrum approchait dangereusement de l'activation complète. 5 âmes cupides avaient déjà nourri la malédiction, les 3 premiers propriétaires, et maintenant l'archiduc Maximilien et sa femme, dont la folie progressive témoignait de leur transformation en réceptacle vivant de la puissance de Bogomil. Il ne restait que 4 victimes, avant que la porte ne s'ouvre définitivement, libérant sur le monde une horreur ancestrale que l'humanité n'était pas préparée à affronter. Le vieux moine avait tenté à plusieurs reprises d'approcher l'archiduc pour le mettre en garde, mais les serviteurs du palais avaient ordre de refuser l'accès à tous les visiteurs religieux. Maximilien, dans sa paranoïa croissante, voyait dans le clergé catholique des ennemis qui cherchaient à lui voler son île bien-aimée. Il avait même fait installer des gardes armés pour empêcher quiconque de débarquer sur Lokrum sans son autorisation expresse. C'est dans ce contexte tendu que survint l'événement qui allait précipiter la catastrophe finale. En mars 1859, l'archiduc reçut la visite officielle d'une délégation française menée par le général Élie Forêt, émissaire personnel de Napoléon III. Ces hommes venaient lui proposer officiellement la couronne impériale du Mexique, ce royaume fantoche que l'empereur des Français comptait établir en Amérique centrale pour contrer l'influence américaine. « Votre Altesse impériale », déclara solennellement le général Forêt dans le salon d'apparat du palais de Lokrum. « Sa Majesté Napoléon III vous offre l'honneur de régner sur un empire qui s'étendra du Rio Grande au Guatemala, sur des terres riches comme celles de l'ancien empire aztèque. » Maximilien écouta cette proposition avec un mélange d'excitation et de terreur. Cette couronne qu'on lui offrait correspondait exactement aux visions sanglantes que lui envoyait le lit maudit, ces images d'un trône sous un soleil implacable et d'un échafaud dressé sur une place mexicaine. Mais en même temps, l'idée de gouverner un véritable empire, de laisser sa marque dans l'histoire, éveillait en lui cette ambition dévorante qui avait déjà causé sa perte sur l'île maudite. « Laissez-moi réfléchir à votre proposition. » répondit-il d'une voix tremblante. « Une décision si importante mérite qu'on y pense mûrement. » Mais cette nuit-là, seul dans sa chambre face au lit ensanglanté, Maximilien reçut la visite la plus terrifiante de son existence. Bogomil lui apparut non plus comme une ombre furtive, mais dans toute sa réalité spectrale, grand prêtre décharné aux yeux vides et aux mains tachées du sang de 1000 sacrifices. « Tu partiras », lui dit le spectre d'une voix qui résonnait comme un écho venu des profondeurs de la terre. Tu prendras cette couronne empoisonnée et tu iras mourir sous le soleil mexicain, car tel est le prix de ton ambition. Mais sache que ta mort ne sera que le commencement. 4 autres âmes viendront après toi nourrir ma puissance, et alors les anciens dieux reprendront leur place dans le monde des vivants. « Et Charlotte ?» demanda Maximilien avec un reste de tendresse conjugale. Que deviendra ma pauvre épouse? Le sourire qui déforma les traits momifiés de Bogomil était plus effrayant que tous les cris de rage. Elle restera ici, dans notre palais de pierre et de sang, pour accueillir les prochaines victimes. Sa folie sera leur guide vers la damnation, et sa voix portera mes prophéties jusqu'aux oreilles de ceux que l'avarice conduira sur cette île maudite. L'archiduc Maximilien accepta la couronne du Mexique le lendemain matin.
Il quitta Loccrum 1 mois plus tard, abandonnant Charlotte à sa folie et à ses visions, confiant la garde de l'île à des serviteurs dévoués avec pour consigne de la préserver intacte jusqu'à son retour. Mais il ne reviendrait jamais. Comme l'avait prophétisé Bogomil, l'empire mexicain de Maximilien ne dura que quelques années troubles. Abandonné par Napoléon III, trahi par ses alliés, confronté à la résistance acharnée des républicains de Benito Juárez, l'empereur fantoche vit son rêve se transformer en cauchemar. Le 19 juin 1867, sur la colline du Cerro de las Campanas, près de Querétaro, l'archiduc Ferdinand Maximilien Joseph d'Autriche tomba sous les balles d'un peloton d'exécution mexicain, accomplissant ainsi la prophétie que lui avait révélée le lit ensanglanté de Loccrum. À l'instant exact où les balles traversèrent le cœur de l'empereur déchu, à des milliers de kilomètres de là, Charlotte poussa un hurlement si terrible que les pêcheurs de Dubrovnik l'entendirent malgré la distance qui les séparait de l'île maudite. Car elle avait ressenti la mort de son époux comme si sa propre âme se déchirait, et dans cette déchirure s'engouffra définitivement la folie qui couvait en elle depuis leur arrivée sur Loccrum. Désormais, la malheureuse princesse n'était plus qu'un réceptacle vivant pour la volonté de Bogomil. Elle arpentait les couloirs du palais, entraînant derrière elle une robe de mariée maculée de taches rougeâtres, interpellant des invités invisibles, organisant des bals fantômes où dansaient les ombres des damnés de Loccrum. Ses serviteurs, terrorisés par sa transformation, finirent par abandonner l'île une nuit de tempête, la laissant seule avec ses fantômes et ses visions. Mais Charlotte n'était pas vraiment seule, car maintenant que 6 âmes avaient nourri la malédiction, les 3 premiers propriétaires, Maximilien, elle-même dans sa folie, et une 6e victime dont l'identité ne serait révélée que plus tard, le pouvoir de Bogomil avait atteint un niveau terrifiant. L'île entière était devenue un aimant à cupidité, attirant irrésistiblement tous ceux qui rêvèrent de richesse et de possession. Les années passèrent, et les prétendants à la propriété de Loccrum se succédèrent avec une régularité macabre. Des industriels viennois, rêvant d'y installer des carrières de pierre, des promoteurs hongrois projetant d'y construire un casino, des aristocrates italiens voulant y créer une résidence d'été. Tous succombaient aux charmes empoisonnés de l'île, et tous finissaient par connaître une mort atroce ou une folie définitive. Charlotte, immortalisée dans sa démence par la puissance de la malédiction, accueillait chacune de ses nouvelles victimes comme une maîtresse de maison recevant des invités de marque. Elle leur faisait visiter le palais en leur racontant son histoire d'amour avec Maximilien, leur montrait le lit ensanglanté en expliquant que c'était là qu'elle avait conçu ses enfants morts-nés, leur présentait les portraits de famille où les visages semblaient bouger et grimacer dans la pénombre. « Vous allez adorer vivre ici », leur disait-elle avec un sourire de madone, ses yeux brillants d'une lueur qui n'était plus humaine. Cette île a tant d'amour à donner à ceux qui savent l'apprécier. Bogomil me l'a dit. Bientôt, nous serons assez nombreux pour ouvrir les portes et faire revenir les anciens maîtres. Et elle avait raison. Car selon les calculs de frère Tomislav, maintenant octogénaire et proche de sa propre fin, il ne restait plus que 3 victimes avant l'apocalypse finale. 3 âmes cupides qui viendraient compléter le sacrifice de 9 que réclamait le rituel ancestral de Bogomil. Le vieux moine avait tenté une dernière fois d'alerter les autorités. Il avait écrit au pape Pie IX, à l'empereur François-Joseph, au président français Napoléon III, leur révélant la véritable nature de la menace qui pesait sur l'Europe. Mais ces lettres, rédigées par un moine franciscain vieillissant parlant de malédiction païenne et de résurrection des anciens dieux, furent classées parmi les nombreuses divagations mystiques qui parvenaient quotidiennement aux chancelleries. Seul face à l'apocalypse annoncé, frère Tomislav prit une décision terrible. Si personne ne voulait l'écouter, il ne lui restait qu'une solution: accomplir lui-même le sacrifice volontaire évoqué par le parchemin de Bogomil. Offrir sa propre vie, pure et désintéressée, pour contrecarrer la malédiction alimentée par la cupidité.
Par une nuit de novembre 1869, 61 ans jour pour jour après l'expulsion des moines de Lokrum, le vieux frère Tomislav franchit une dernière fois les eaux qui séparaient Dubrovnik de l'île maudite. Il portait avec lui la tablette de pierre volée dans la crypte secrète, et surtout, il portait en son cœur la foi pure et le sacrifice désintéressé qui constituait peut-être la seule arme capable de briser le cercle infernal créé par Bogomil. Charlotte l'accueillit sur la plage de Galets comme elle avait accueilli toutes les autres victimes avec ce sourire de madone qui glaçait le sang. « Père Tomislav !» s'exclama-t-elle avec une joie enfantine. « Comme c'est merveilleux! Bogomil m'avait dit que vous viendriez, mais j'avais peur que vous ayez oublié votre ancienne maison. » Le vieux moine la regarda avec une infinie compassion. Cette femme, autrefois si belle et si pleine de vie, n'était plus qu'une coquille vide, habitée par la malédiction. Ses cheveux blancs flottaient autour de son visage émacié, comme des algues. Sa robe de mariée maculée traînait dans la boue, et ses yeux brillaient de cette lueur folle qui témoignait de la présence de Bogomil en elle. « Je suis venu pour mettre fin à tout cela, ma pauvre enfant, » dit-il doucement. « Il est temps que les morts retournent à leur repos éternel. » Le rire de Charlotte résonna à travers l'île comme le cri d'un oiseau de proie. « Mettre fin ? Mais voyons, père, nous ne faisons que commencer. Venez, venez voir comme notre famille s'est agrandie. » Elle l'entraîna vers le palais, et frère Tomislav découvrit avec horreur que les portraits qui ornèrent les murs s'étaient multipliés. Au visage de Maximilien et Charlotte s'ajoutaient maintenant ceux de toutes les victimes de la malédiction, les 3 premiers propriétaires dans leur agonie, puis d'autres visages qu'ils ne reconnaissaient pas, hommes et femmes de toute nationalité unis par la même expression de cupidité transformée en épouvante. 8, compta-t-il mentalement, avec un frisson d'horreur. Il y en a déjà 8. Il ne reste plus qu'une seule victime. Dans l'ancienne cellule de l'abbé Elias, le lit ensanglanté avait atteint des proportions monstrueuses. Il occupait maintenant toute la pièce, ses bords suintants débordant sur le sol de marbre comme une mer de sang coagulé. Et dans cette mare immonde bougeaient des formes semi-humaines, les âmes des damnés emprisonnées dans la substance même de la malédiction. « Regardez !» murmura Charlotte en caressant tendrement la surface visqueuse. Ils attendent tous que le 9e les rejoigne pour pouvoir enfin se libérer. Bogomil dit que ce sera bientôt, très bientôt. Frère Tomislav comprit alors l'horrible vérité. Il n'était pas venu pour sauver l'île. Il était venu pour devenir la 9e et dernière victime, celle qui permettrait à Bogomil d'accomplir définitivement son rituel de résurrection. Sa foi et sa pureté n'étaient pas des armes contre la malédiction, mais au contraire, les ingrédients qui lui manquaient pour atteindre sa pleine puissance. « Non, » dit-il d'une voix ferme en reculant vers la porte. « Je ne nourrirai pas votre malédiction. Je préfère mourir en état de grâce plutôt que de servir vos desseins impies. » Mais il était trop tard. Dès qu'il avait posé le pied sur l'île, frère Tomislav était tombé sous l'emprise de Bogomil. Ses jambes se dérobèrent sous lui, et il s'effondra sur le sol de marbre, sentant ses forces vitales aspirées par la malédiction ancestrale. Son sang commença à couler de toutes les ouvertures de son corps, absorbé par la terre rouge de Lokrum comme par une éponge assoiffée. « Merci, père » murmura Charlotte en s'agenouillant près de lui. « Grâce à vous, nous allons enfin pouvoir rentrer à la maison. » Avec la mort de frère Tomislav, le 9e et dernier sacrifice était consommé. Un grondement sourd s'éleva des profondeurs de l'île, et la terre se mit à trembler comme si un géant endormi s'éveillait après des siècles de sommeil. Dans la crypte secrète, le cadre momifié de Bogomil ouvrit des yeux qui brillaient comme des braises, et sa bouche desséchée s'ouvrit pour prononcer les mots de pouvoir qui briseraient définitivement les barrières entre les mondes. Mais au moment où la malédiction atteignait son apogée, quelque chose d'inattendu se produisit. L'esprit pur de frère Tomislav, au lieu d'être absorbé par le mal comme les autres victimes, résista à la corruption. Sa foi inébranlable créa une fissure dans la perfection du rituel, une brèche de lumière divine dans les ténèbres païennes.
Les anciens dieux slaves ne purent pas se manifester complètement. Au lieu de ressusciter dans toute leur puissance destructrice, ils restèrent prisonniers de Lokrum, condamnés à hanter éternellement cette île maudite, sans pouvoir en dépasser les limites. Bogomil avait échoué à quelques secondes de la victoire totale, et sa rage fit trembler les fondations mêmes de l'île. Charlotte, témoin de cet échec, poussa un hurlement de désespoir qui se mua progressivement en un rire dément, car elle comprenait qu'elle était condamnée à rester pour l'éternité sur cette île, gardienne impuissante d'une malédiction inachevée, attendant que de nouvelles victimes viennent peut-être un jour compléter l'œuvre interrompue. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, sur une victoire à la Pyrrhus, qui sauva l'humanité au prix de la damnation éternelle de quelques âmes perdues. Aujourd'hui encore, selon les légendes locales, Charlotte erre dans les ruines du palais de Maximilien, accueillant les rares visiteurs qui osent débarquer sur l'île interdite. Elle leur raconte son histoire d'amour avec l'archiduc, leur montre les portraits de sa famille maudite et leur chuchote à l'oreille que Lokrum a tant d'amour à donner à ceux qui savent l'apprécier. Le lit ensanglanté continue de suinter son essence maudite, formant des visages dans ses taches rougeâtres, prophétisant l'avenir de ceux qui ont l'audace de vouloir posséder l'île par cupidité. Et parfois, les nuits de pleine lune, on peut entendre résonner à travers les eaux de l'Adriatique les chants grégoriens des moines morts, mélangés aux invocations païennes de Bogomil et aux rires déments de Charlotte, créant une symphonie macabre qui rappelle aux vivants que certains lieux ne doivent jamais être profanés. Car Lokrum reste l'île maudite, où le passé refuse de mourir et où l'avarice humaine nourrit éternellement les rêves de vengeance des anciens dieux. Et tant qu'il y aura des hommes cupides pour convoiter ce qui ne leur appartient pas, l'île continuera à attendre, patiente comme la mort elle-même, que s'accomplisse enfin la prophétie interrompue de Bogomil. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Les archives historiques confirment l'étrange destin de l'île de Lokrum. L'archiduc Maximilien fut effectivement exécuté au Mexique en 1867 et son épouse Charlotte sombra dans une folie irréversible qui dura jusqu'à sa mort en 1927. L'île changea de propriétaires à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, et chaque nouveau possesseur connut une fin tragique ou mystérieuse. Aujourd'hui, Lokrum est devenu une réserve naturelle protégée, interdite à la construction et à l'habitation permanente. Les autorités croates attribuent cette interdiction à la préservation de l'écosystème fragile de l'île. Mais les habitants de Dubrovnik savent que certaines précautions dépassent les considérations environnementales. Car parfois, les nuits d'été, quand souffle le sirocco, les pêcheurs voient encore danser des lumières rouges au-dessus de Lokrum. Et ceux qui ont l'oreille fine peuvent entendre, portés par le vent marin, les échos étouffés d'une voix féminine qui chante des berceuses en français, intercalées de mots, dans une langue plus ancienne que la mémoire humaine. L'île attend, patiente et éternelle, que l'avarice des hommes lui apporte de nouvelles âmes à dévorer, car certaines malédictions ne meurent jamais, elles ne font que sommeiller, attendant le moment propice pour reprendre leur œuvre macabre. Et le lit continue de saigner, goutte après goutte, dans les ténèbres de Lokrum.